Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour un Ginji DR, ma rubrique sur le jeu de rôle. Donc on va reprendre doucement les activités de la chaîne avec une petite séance de rattrapage au passage, puisqu'on va parler du défi parfait, partie parfaite, qui a été proposé par Papa Diem, et en fait chaque jour on rajoutait des éléments, probablement pour faire plus de contenu, mais bon, si on est beaucoup à faire ça, flux d'activité, patati patata. Donc, sans plus attendre, on va traiter ça et je vais vous donner une idée de ma partie parfaite. Alors, la partie parfaite, étant donné que je suis pas quelqu'un qui a une vision des absolus, je dois avouer que l'idée d'une partie parfaite, il y a énormément de choses qui sont modulables. Donc, je vais essayer de donner le maximum je vais essayer de donner le maximum d'indications, tout en ayant au passage une approche assez minimaliste, hein. On va commencer. Allez, c'est parti. La première question. Quel jeu de rôle je choisirais si c'était une partie parfaite? Alors, entre le fait que je ne peux pas parler évidemment de jeux que j'ai fait jouer ou de systèmes maison que j'ai fait jouer là, donc on écarte déjà ça. Et aussi que paradoxalement, j'ai joué beaucoup de jeux de rôle du commerce qui sont des simili-systèmes des vins, ironiquement, alors même si je sais que maintenant, que ce soit, si on exclut Pathfinder et Donjons et Dragons, qui sont les deux plus grandes figures de cette approche de ce système. Euh, ils m'avaient montré leur intérêt à leur propre façon, même s'il il faut être clair là-dessus. Donjons et Dragons, pour moi, c'est loin derrière bien d'autres propositions, notamment Pathfinder, mais aussi étant un gros féru des productions de Green Rollin, c'est-à-dire Mutant and Masterminds, le système True 20 que je redécouvre, hein, parce que moi je me suis intéressé au système Age avant, voilà, mais je suis revenu à True 20 parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, notamment la modularité. Ben, en prenant en compte tous ces jeux-là qui sont du Simili Système des vins ou encore le W Système de luxe dont je parle assez souvent, si je les enlève, parce que je pense que pour l'exemple de la partie parfaite et le simili-système des 20 malgré je retrouve un certain intérêt, ben pour moi la vision d'une partie parfaite n'utilise pas systématiquement ce système, donc en tant que joker je ne les utiliserai pas. Je dirais que je préférerais faire jouer du Ryutama. Voilà. Alors la question donc du coup pourquoi ce jeu de rôle? Eh ben, Ryutama, c'est un jeu de rôle qui utilise avant tout le théâtre de l'esprit, plutôt que la figuration, parce que c'est un JDR qui s'inspire des RPG, plus précisément des JRPG. Donc c'est ces jeux c'est des jeux vidéo sur ordinateur où on a un ensemble de personnages qui avancent et qui ont différents objectifs, notamment sauver le monde, et qui se passent avec des activités au tour par tour. Mais c'est pas le même tour par tour qu'on verrait dans un Pathfinder, dans un Donjons et Dragons, ou par extension leur version vidéoludique qui est euh, les jeux Pathfinder qui sont sortis, ou encore les Baldur's Gate ou les Neverwinter Nights. Là, on est dans un jeu où en fait la map, je vais essayer de faire un insert, elle est en forme d'œuf. Le jaune symboliserait le cercle intérieur, donc ceux qui sont au contact. Les autres sont ceux qui sont à distance. Il y a 2-3 objets ou 2-3 événements, ça et là, qui sont disséminés sur la carte. On est dans du théâtre de l'esprit qui utilise une figuration, j'ai presque envie de dire quasi inexistante, pour pouvoir raconter des choses simples, utiliser un système simple. Et c'est quelque chose dont je commence à me rapprocher, puisque s'il faut ramener à l'expérience récente que j'ai eue par rapport au JDR, de nos jours, des gens ne savent plus ce qu'est le théâtre de l'esprit, ou en fait, ils pensent que le théâtre de l'esprit a forcément besoin d'un support, alors qu'en fait, non, justement, c'est pas forcément une économie de moyens. D'autres trouveront que c'est un avantage, les théâtres de l'esprit, une économie de moyens, mais le fait de pouvoir décrire les choses, de pouvoir les positionner, de les amener, d'interagir, et aussi, même dans la figuration, il peut y avoir des éléments trompeurs, je me suis dit, même par exemple pour le jeu principal sur lequel je travaille, je me suis dit que, quitte à faire de l'abstraction ou de faire du théâtre de l'esprit,
autant enlever des éléments de TTRPG, voire même, après quelques réflexions ce matin, proposer ça en optionnel. Voilà. Donc Ryutama, il permet de faire ça. C'est un jeu contemplatif qui s'inspire beaucoup de JRPG. Vu l'esthétique et aussi la place des dragons dans le monde, ça me fait beaucoup penser à la série des Lunars, pas très populaire en France mais au Japon. C'est un classique, hein, il faut les avoir fait. Donc Ryutama vous propose en tant que meneur d'incarner parfois à tour de rôle, parfois un seul homme dragon. C'est pas un narrateur, c'est une espèce de suivant dans l'ombre qui va se nourrir des aventures du personnage selon les thématiques et en fonction du niveau d'implication qu'il voudra faire dans le monde, parfois même au prix de sa propre vie, il peut intervenir dans le récit. Donc le meneur est un joueur spécial, c'est une espèce de DMPC, voilà, ou plutôt PJMJ, c'est une espèce de PJMJ qui intervient à différentes graduations dans le monde, et il y a 4 dragons. Le dragon vert, c'est la contemplation, l'aventure et l'errance. Le bleu, c'est l'émotionnel dans les proportions les plus belles, les plus joyeuses, avec l'amour, ce genre de choses-là. Le rouge, c'est l'épopée, c'est le conflit, c'est le combat. Et le noir, c'est l'enquête, c'est le drame. Et voilà, et c'est l'énigmatique, c'est le mystère. Le truc, c'est que on peut très bien faire toute une campagne en incarnant un seul type d'homme dragon, ou utiliser plusieurs hommes dragons et puis faire des roulements. Donc ça, c'est parmi les avantages. Ensuite, on a des rôles qui sont dans une sainte trinité, c'est-à-dire un personnage de finesse, un personnage de combat et un personnage de magie. Mais ce n'est pas... C'est le cœur qui va vous permettre d'intervenir en combat, mais vous avez avant tout derrière un rôle, et un rôle qui a un contexte, c'est-à-dire que par exemple vous êtes un chasseur, vous êtes un marchand et tout, et vous avez un ensemble de mots-clés qui sont aussi des actions avec des capacités appropriées, qui va vous permettre d'intervenir dans le monde avec l'implication que vous voulez. Donc par exemple, un personnage qui est spécialisé en finesse peut décider d'incarner un chasseur ou un soldat ou autre chose. Donc cet aspect-là est très minimaliste dans son approche et pas minimaliste par rapport à la proposition, puisque la proposition elle est généreuse. Elle est minimaliste dans le sens où les règles qui sont inhérentes à la fois au rôle qui est en fait le rôle et les classes, comme tout est simple, un de ses avantages, c'est que ça sera facile à comprendre pour n'importe quelle personne. Ensuite, comme autre qualité qu'ils pourraient avoir, c'est que ils font partie de ces jeux un peu comme Trails of Equestria, donc le jeu My Little Pony en JDR. Et c'est un système qui n'est pas très démocratisé dans les jeux francophones, mais c'est un jeu où une caractéristique ou une compétence, c'est un type de dé et non pas un score défini. Le score défini, c'est le score à égaler ou à surpasser. Le truc, c'est que avec ce système-là, même quand par exemple il y a de malus, tu prends le dé qui est en dessous, le dé qui est au-dessus. Avec ce système-là, c'est très facile pour les joueurs de pouvoir guetter les augmentations, les diminutions, de comprendre le personnage. Et je crois que c'est ça le maître mot de Ryutama, c'est-à-dire que les joueurs, peu importe leur niveau, sont capables de comprendre leur personnage et d'intervenir avec. Alors, je crois que pour la question, la partie 1, on te parle des points forts et des points faibles du jeu. Pour moi, le point faible du jeu, ça serait quoi? Oui, parfois, en fait, je pense que pour avoir lu la partie vers la fin du livre Yotama en français, puisqu'il y a une partie où ils parlent un petit peu de leur vie, de comment ça s'est construit Yotama, j'ai l'impression que au Japon, la calculette fait partie de l'outil du meneur de jeu. Alors, on pourrait dire oui, mais on a tous une calculette sur notre PC, sur notre portable et tout.
ce qui est vrai, mais là, c'est vraiment géré dans ce sens-là. Par exemple, il y a des multiplicateurs, et les multiplicateurs, c'est vraiment des valeurs très très précises. On te parle de oui, 1,4, 0,8 pour certaines valeurs par rapport à d'autres. Ils auraient pu dire x2, x3, tout ça pour faire plus simple, mais ils ont décidé que non. Donc, est-ce que c'est une qualité, c'est un défaut? J'ai envie de dire, c'est à voir. Et puis, quel défaut il faudrait trouver? Ça aurait été bien que chaque créature ait son illustration, mais comme une bonne partie des créatures qui ont besoin d'une illustration en ont, et que ceux qui n'en ont pas, ben, ça tienne à des créatures inspirées du folklore japonais avec les yokai et tout, même là, non, même là, c'est sujet à interprétation, on peut le reprocher à pas mal de jeux. Faut vraiment que je cherche, hein. Hum, c'est personnel, mais je vais donner un défaut à Ryotama. Mais c'est un défaut qui n'a rien à voir avec le jeu en lui-même, mais à la manière dont il a été diffusé en France. En France, il n'y a pas de version numérique officielle de Ryotama. Je sais pas si c'est par rapport à l'époque où il y avait des Kickstarter et puis que les gens se disaient ouais, il y a tel truc qui apparaît, tel truc qui n'apparaît pas. Mais je trouve ça très contre-instinctif et voire même énervant le fait qu'il n'y ait pas de version numérique. J'ai des jeux qui sont majoritairement en version numérique. Si je devais les prendre en physique, il faudrait que je compte sur une énorme bibliothèque ou énormément d'espace. Sauf que je suis quelqu'un qui apprécie le fait d'avoir beaucoup d'espace chez soi et de ne pas rester renfermé alors qu'il y a pas mal de choses qui traînent derrière. Il n'y a rien derrière, hein, mais c'était un signe pour vous montrer. Ce qui se passe, c'est que j'ai très peu de jeux en physique. Mais les jeux que j'ai en physique, ce sont des jeux que j'apprécie. Ryutama est un jeu que j'apprécie, je l'ai uniquement en physique, en toute logique. Mais j'aurais aimé l'avoir en version numérique pour que si jamais j'ai besoin de le consulter au loin, si j'ai besoin d'imprimer, ou si par exemple je rentre, je sais pas moi, dans un magasin de jeux de société, et puis que par miracle, parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup pour ceux que j'ai visités, qui proposent des services d'impression, que je puisse imprimer des fiches rapidement, que je puisse les donner aux joueurs. Alors oui, il y a les fiches et il y a pas mal d'éléments de fiches et de matériel qui existent dans le livre, qui existent en numérique, mais le livre de règles n'existe pas en version numérique en France. C'est à un point où, j'insiste vraiment là-dessus parce que ça me casse les couilles, c'est à un point où c'est pas comme si ça me dérangeait ou bien que c'est le mal absolu ou un mal nécessaire, mais là j'envisage sérieusement apprendre Ryutama en anglais et puis lire les deux côte à côte pour savoir si les traductions sont approximatives en français par rapport à l'anglais et tout, pour que je puisse vraiment avoir le livre sous la main tout le temps. Voilà. Et puis surtout, là on parle des qualités, des défauts et tout. Une des raisons aussi pour lesquelles je voudrais prendre ce genre de jeu-là, c'est qu'il est facile à hacker. Il est facile d'en faire ce qu'on veut, il est facile d'ajouter des modes ou de créer des trucs. À un moment, quand je l'ai eu en main, même si je ne suis pas fan de l'univers Zelda, j'aime les Zelda, mais je ne suis pas fan de l'univers Zelda. Euh, donc, j'avais envie de faire peut-être un jeu autour de l'univers de Zelda. Et le truc, c'est que, bon, déjà, ça s'est pas fait, mais je pense qu'un jour, je le ferai probablement, ou pas, on sait pas. Mais je pensais aux capacités de hacking et tout, notamment quand j'ai vu, par exemple, la simplicité des actions et tout. Une autre idée d'univers qui m'avait bien plu, que j'aurais voulu faire, c'est l'univers de Final Fantasy Tactics Advance aussi, qui serait pas mal. Voilà. D'autant plus que c'est un JDR japonais inspiré des JRPG japonais. Et il y a que deux espèces qui sont traitées. Le premier, c'est les humains, pour des raisons évidentes. Et le second, c'est les chats gobelins, mais ils sont dans le supplément avec l'écran de meneur de jeu. Et en fait, avec l'écran de meneur de jeu, vous avez un petit fascicule, un petit document d'extension qui ajoute les chats gobelins, qui ont certains ensembles de règles et tout, des modificateurs. Et c'est grâce à cette inspiration de ça que j'ai su comment, si je devais mettre des espèces dans le jeu, de le mettre.
et aussi la partie maritime. Voilà. Le seul truc que j'ai pas relatif à Ryutama en français, c'est le recueil de scénarios. Parce que je n'en ai pas la moindre utilité. Voilà. Et pour les férus de JRPG et surtout de jeux de rôle, et qui aiment mettre l'esthétique des JRPG dans les jeux de rôle, certains seraient capables de me dire, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi tu prends Ryutama? Il y a aussi Fabula Ultima qui se rapproche aussi des Final Fantasy. Alors, Fabula Ultima, c'est un projet que je connais depuis très longtemps. Je voyais ça sur Facebook, le projet en train de se monter. Ça ressemblait à du Final Fantasy, mais ça ressemblait beaucoup trop à du Final Fantasy. Alors, j'ai Fabula Ultima version de base, plus l'extension qui est sortie au mois de juillet. J'ai les deux. Et pourtant, mon choix se reportera toujours sur Ryutama. Parce que Ryutama a une place pour la contemplation. Ryutama a une place pour une diversité d'aventures. Ce que je dis dans le cœur de ce que je veux voir dans une partie de jeu de rôle, c'est l'action, le verbe, le fait d'agir, la conséquence du fait d'agir, à ne pas confondre avec le combat. L'action et le combat, je les dissocie et ils doivent être dissociés. L'action, le combat, l'aventure, le roleplay, le romantique avec un grand R, la romance avec un grand R et pas mal de belles choses encore. Donc ça, c'est quelque chose que Ryutama arrive à faire naturellement et c'est quelque chose qui peut se faire surtout comme valeur positive que le jeu il est simple et donc ça laisse la place aux joueurs d'interpréter un peu mieux leur personnage, pas en fonction d'une fiche ou de score qui vont leur dire oui mais c'est ça ta personnalité, c'est ça ta fonction. Donc on évacue le côté trope qu'on voit dans les TTRPG classiques. Ensuite l'alignement c'est pareil, les personnages les joueurs sont au cœur de leur personnage et ils peuvent lui donner une forme et que les personnages sont dans des côtés lumineux ou tombent à certains moments dans des côtés sombres, ce chevauchement d'évolution dans le personnage n'a plus à être binaire. Et ça, c'est un truc que Ryutama permet. Fabula Ultima, ils ont décidé de séquencer certains aspects, et notamment, ils ont séquencé le relationnel, je crois, en 6 éléments. Même si on peut hacker le tout, on sent vraiment qu'il y avait vraiment une volonté de respecter les codes des JRPG, mais notamment des Final Fantasy, jusque dans les objets qui sont représentés en style pixel art sont inspirés des Final Fantasy, que ce soit Final Fantasy les normaux, que ce soit les versions Tactics et tout. Ils ont trop voulu partir dans une esthétique JRPG à la Final Fantasy. L'avantage, puisqu'il y a quand même des avantages, j'en parlerai dans le futur de Fabula Ultima, de toutes les façons, il y a aussi un avantage, c'est que quand tu crées l'univers de Fabula Ultima, vous devez créer l'univers ensemble. C'est une règle qui est posée. Quand vous créez l'univers de Fabula Ultima, les meneurs et les joueurs doivent s'asseoir autour de la table, concevoir les bases de la genèse et de la catégorie et du genre fictif de l'univers avant de commencer. Donc, il y a des choses qui ont été posées dans Fabula Ultima qui a tiré des leçons de Ryutama parce que c'est clairement inspiré de Ryutama et je crois que l'auteur a même demandé la permission de reprendre certains éléments aux auteurs de Ryutama. N'empêche que Ryutama a quelque chose de... En fait, il est engageant en ne créant aucune connexion. Si ce n'est que, si vous aimez la contemplation, si vous aimez les JRPG, c'est tout ce qu'on vous demande. Mais c'est engageant sans avoir de connexion en vous disant « Oui, mais vous connaissez ces codes-là, vous avez ces trucs-là » ou bien « Oui, en fait, vous devez engager les joueurs. » C'est pour ça que je préfère Ryutama à Fabula Ultima. Mais qu'on se le dise, si je fais une comparaison, la comparaison doit être prise en compte vis-à-vis de la partie parfaite, vis-à-vis de mes goûts, et évidemment vis-à-vis des possibilités qui sont données. Ce que je veux dire par là, et j'insiste, Fabula Ultima n'est pas un mauvais jeu. Fabula Ultima est un très bon jeu. C'est juste que Fabula Ultima, pour qu'il corresponde un peu aux standards que j'ai besoin de faire, il faut se délester de certains points qui ont été mis dans la mécanique de construction des personnages. Alors que Ryutama n'a pas posé ces bases-là.
C'est tout. Donc, Fabula Ultima, c'est génial. Mais pour moi, Yotama est au-dessus. Voilà. Donc, ceci a été dit. Donc, quel est le setting? Quel est le setting? Alors, le setting, il est simple. Je pense que le setting, ça se passe dans un univers de fantasy contemporaine. Je ne saurais pas comment vous définir le truc, mais ces temps-ci, j'ai envie, je crois que le moment où j'ai compris ça, c'est quand je lisais Tales in the City. C'est un setting avec des personnages anthropomorphiques qui a été fait, c'est les mêmes gens qui ont fait Ponyfinder et tout. Et du coup, je me suis dit, si je devais faire jouer Tales in the City, je me contenterais pas de prendre les éléments de ce setting, je l'augmenterais en faisant des espèces de gros parallèles, en faisant en sorte que le monde, dans un sens, ressemble un peu au Final Fantasy, il faut se le dire, où il y a des très grandes maps de fantasy, en fait ça sera de la fantasy contemporaine, mais avec des gros éléments de fantasy, avec certains aspects médiévaux, et avec ce qui fait le cœur de ce qui compose la fantasy et qu'on apprécie. Par exemple, moi, si ma partie parfaite, ce serait avec Ryotama, dans un setting de fantasy qui est contemporaine, avec d'autres éléments de fantasy, avec des pays qui sont grands, mais nimbés de nombreux cités-États. Les pays n'auront pas une espèce de... Comment dire ça, la notion même de pays, ça ne serait pas une délimitation d'un territoire qui a été fédéré, mais ça serait une délimitation qui serait créée par une espèce de biome où il y a de nombreux royaumes qui sont à l'intérieur. Donc pour moi, le setting, ça serait ça. Un univers d'animé qui fait quelque chose de similaire, mais dans un style post-apo, c'est Kukaku no Regios. Voilà. Là, je ne parlerai pas trop des détails de comment ça serait, mais par exemple, il peut y avoir des conflits politiques, des compétitions sur certaines choses pour prendre l'ascendant sur certaines cités-États pour tenter de conquérir certains pays ou certaines cités-États au travers de compétitions. Le but, c'est pour essayer d'amasser le plus de personnes qui vont travailler dans des forces de production. Et il y aura de nombreux conflits et ce genre de choses-là. C'est comme ça, c'est à peu près comme ça que je vois le truc. Ensuite, puisque j'ai déjà dit à quelle époque, donc je pense que c'est fait. Ensuite, c'est de la fantasy, c'est très clairement de la fantasy. Ça serait difficile d'appeler ça de la high fantasy, mais je pense que ça en serait. Et on pose la question, devez-vous rester sérieux? La réponse est non. Je pense que quand on parle du setting de la partie parfaite, ça veut aussi dire le contexte de la partie parfaite. Donc le contexte, ça serait quoi dans la partie parfaite pour moi? C'est que en fait, les personnages que vont jouer les joueurs seront les suivants de quelqu'un qui a pris la tête de certains ensembles de cités-États au point de vouloir les fédérer sans prendre en compte chacune de leurs spécificités et d'essayer, de par une expérience qu'il a eue en essayant de sauver son propre pays, entre guillemets, en essayant de rallier ce pays, donc tout ce biome en un point, il essaie de se répandre pour éviter que certaines rames finissent par tomber sur les différents peuples des nouvelles générations. Cependant, il se perd en chemin et les joueurs vont tenter de se reconnecter avec lui après une longue période où ils ont fait une bataille du bien contre le mal, contre une grande menace, et ils vont essayer de retourner vers lui pour l'atteindre, pour essayer de le convaincre que sa solution n'est peut-être pas la bonne. Voilà. Et à ce moment-là, je mettrai beaucoup d'éléments qui tiennent des JRPG, pas forcément parce que je joue à Ryotama, mais par exemple, je mettrai au tout début des gens qui sont du côté de sa bannière, mais qui créent justement paradoxalement des drames au quotidien, mais ce n'est que de la partisanerie opportuniste.
Donc ça serait les premiers adversaires que croiseront les joueurs. Ensuite, il y a toujours un truc chez les Japonais avec les 7 généraux ou les 4 grands généraux des trucs. Je mettrais 7 généraux qui représenteraient des éléments de son idéologie ou de son approche, mais aussi des contradictions. Après, il y aura un bras droit et un bras gauche. Le bras gauche représenterait les autres partis, les autres mentalités des autres cités-États et comment il veut essayer de changer les choses de l'intérieur pour limiter les dégâts, sans être un traître pour autant. Voilà. Et le bras droit, ce serait quelqu'un qui embrasse complètement la cause de l'antagoniste principal, et voire même qui a un lien intime avec lui. Intime dans des définitions qui seraient à définir. Voilà. Donc, est-ce qu'on doit rester sérieux par rapport à ça? Enfin, par rapport à la partie, c'est déjà un setting qui demande à être engagé dans l'histoire. Donc, il faut déjà que l'histoire soit bien écrite. Mais en partant du principe que c'est une partie parfaite, on n'est pas obligé d'être sérieux tout le temps. J'ai envie de dire, on est quand même là pour s'amuser, donc il y a des moments où il faut être sérieux, il y a des moments où on peut très très bien rigoler, donc je pense qu'il y aura toujours un chevauchement entre les deux. Voilà. Ensuite, numéro 3, quelle menace devez-vous vaincre? L'antagoniste principal et tous tous les personnes qui ont un lien, une connexion avec lui. Donc en fait, ils vont combattre dans différentes cités-États, ils vont combattre à travers le pays, ils vont combattre les différentes menaces et peut-être même essayer de combattre des interventions extérieures de pays, en fait de personnes externes au pays. Voilà, puisque cette instabilité pourrait ramener à des éléments conquérants et tout. La survie est-elle un enjeu? Les joueurs vont interpréter des anciens suivants de l'antagoniste. Donc ça part du principe que soit ils ont été formés en ayant été à son contact, soit ils étaient déjà bons à leur façon et du coup ils vont traverser la zone avec une certaine facilité ou peut-être même avec certaines ressources que n'ont pas certaines personnes de leur stature en temps normal. Voilà. Donc ils partiraient quand même avec un bel avantage. Ensuite, numéro 4, qui sont les gens à ta table? Alors je vais être clair, je n'ai pas d'idée de qui serait à ma table de manière précise. Mais il faut 3 critères. Le premier critère, il faut que chacun des joueurs ait eu au moins 3 campagnes entières avec moi dans des jeux précédents. C'est nécessaire parce que ce que j'attends d'une partie de jeu de rôle, j'ai eu la chance d'avoir commencé avec une tablée qui découvrait le jeu de rôle mais qui comprenait aussi pourquoi je préférais cette espèce de composition. Voilà, si c'était pour faire du monster bashing, j'adore les jeux de combat, j'adore les hack and slash. Je fais du hack and slash, je fais du jeu de combat. Vous voyez ce que je veux dire par là? Je faisais du jeu de rôle parce que je faisais du jeu de rôle pour faire quelque chose de différent du jeu vidéo. Évidemment, il y a de la violence, il y a de la bagarre, mais c'est pas forcément ce que j'ai systématiquement envie de voir. Et quelqu'un qui a réussi à rester dans 3 campagnes différentes, arriver jusqu'au bout de 3 campagnes avec moi, ça voudrait dire qu'ils ont déjà compris ce que j'attends en général d'une partie. Et si je fais quelque chose d'autre, je ferai quelque chose d'autre. Mais la partie parfaite se déroulera, je pense, instinctivement si on la visualise, toujours dans un registre qu'on a envie de côtoyer ou qu'on côtoie en temps normal. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, je pense que c'est des gens qui respectent justement cette espèce de composition que je veux dans les parties, de l'action, de l'aventure, patati patata. Et le dernier point, il serait compliqué. Si je dois mettre
si je dois mettre un dernier point. Le dernier point, c'est pas que je pense que les joueurs doivent être irréprochables, mais que leur plus-value et leur... puisque quand on parle de la plus-value, on parle aussi à la fois de la sensibilité des joueurs dont on va parler, mais aussi de leur réceptivité à ce que l'on fait. Donc je pense que la plus-value des joueurs doivent être supérieures aux autres aspects. Quelqu'un qui se pointe toutes les parties ne garantit pas que la partie va être parfaite. Elle va pas être, tu ne le verras jamais en retard. Tu ne le verras jamais en retard. Tu ne le verras jamais interrompre les gens dans le sens où voilà, il intervient dans la partie, mais il peut être absent. Donc je pense que c'est des gens qui sont engagés dans une certaine forme. Et je mettrai quand même des éléments supplémentaires. Parce que là, c'est les trois aspects que j'attendrai. Mais il y a aussi un truc qu'il faut, selon moi, prendre en compte, c'est que si on prend en compte l'idée de la partie parfaite, ça voudrait dire que cette partie parfaite, on l'a vécue et qu'on compte en parler. Ce qui veut dire que les gens qui vont faire partie de la partie parfaite ne font pas partie nécessairement des joueurs réguliers, pas systématiquement. Si vous faites une partie en vous disant j'ai poli ça, j'ai déjà fait ce genre de choses là. Vous polissez un one shot, vous l'avez poli pendant 3 ans, voilà, vous l'avez bichonné pendant 3 ans. Vous vous dites c'est le strike, il faut que ce soit le strike. Là c'est pas de ah je souhaite, ah je pense, ah j'espère. Non non, vous avez envie de réussir. Vous avez envie de construire la partie parfaite. Vous avez envie que ce one-shot soit en adéquation avec le canon esthétique. On s'en fiche que la partie finisse ou pas selon ce qu'on a pensé. Même dans les one-shots, même si pas mal de choses sont posées sur des, entre guillemets, des rails, ou non, ce n'est pas grave. La question c'est que, en fait, l'élément du synopsis soit respecté jusqu'au bout et que les joueurs ont rapporté quelque chose en lien avec le synopsis, voire même plus. Quand on polie quelque chose sur le point de faire un strike, ça veut dire qu'on est déjà en train de construire une certaine idée d'une partie parfaite. Sauf que imaginez que vous faites la partie parfaite ne compte pas systématiquement les joueurs qui sont à votre table. Faire l'idée de la partie parfaite, je pense qu'il y a une part dans la réflexion où on prend aussi le fait que des joueurs à la table ne correspondront pas au prérequis. Et il ne faudra pas dissimuler le fait que vous alliez faire cette partie. Moi, je ne dissimulerai pas que je ferai cette partie. Alors, des gens pourraient se dire, ouais, mais les parties que je fais avec d'autres joueurs ne regardent pas nécessairement les gens de ma table régulière. Vrai. Mais je pense que c'est un moyen très facile de créer un antagonisme, voire même d'avoir un certain sentiment de dégoût, de savoir que vous avez fait une partie et vous n'avez pas pensé à eux ou vous ne leur avez même pas parlé. Je pense que quand on fait du jeu de rôle, on devrait faire du jeu de rôle avec des amis. Mais même si ces gens-là ne sont pas vos amis, vous voulez côtoyer suffisamment socialement pour leur devoir une certaine forme de vérité et aussi éviter ce genre d'omission qui pourrait mettre à mal votre relation avec vos joueurs. Donc il faudrait dire les gars, je prépare une partie et si, et je dis bien et si, vous finissiez par dire qu'à cette partie-là, ceux qui ne seront pas emballés ne viendront pas. Ceux qui seront emballés voudront venir. S'ils n'ont pas les prérequis, vous leur expliquez très clairement pourquoi ils ne correspondent pas au standard. Et il y aura toujours la partie, parce que justement, ça c'est presque, je ne vais pas dire que c'est psychanalytique. On va dire psychanalytique dans le sens psychologie du dimanche. Alors, si je suis le psychologue du dimanche, c'est psychanalytique dans le sens où le fait que vous rejetiez les joueurs parce qu'ils ne remplissent pas les prérequis, certaines personnes, de par des expériences, tout le monde a vécu un rejet à un moment donné.
dans la vie. Mais des fois, il y a quelque chose de... Il y a des espèces de stigmates qui ressortent, en fait. Et dans le jeu de rôle, quand vous jouez avec des personnes déjà dans le jeu de rôle, il y a déjà une part où vous acceptez de jouer avec cette personne. Mais même encore après, s'il voit que vous dites non, mais il n'est pas apte pour cette partie-là, vous avez votre idée de la partie parfaite. Lui, il veut en faire partie. Et à ce moment-là, doit-on lui mettre une mise à l'essai, dans une mise à l'essai où vous savez qu'il ne sera pas capable de faire des efforts? Ça dépendra évidemment de l'histoire de chacun. Parce que je pense que même s'il y a les 3 aspects de prérequis, le côté plus-value, la valeur personnelle de la personne, c'est pour ça qu'elle est déterminante. Parce qu'il y a une personne qui est par exemple tout le temps présent et qui a une bonne mentalité, tu le voudras sans réfléchir dans cette partie parfaite. Mais il y en a un autre, lui aussi, pour l'idée de la partie parfaite, ça va, mais il y aura certains éléments qui vous reviendront en tête, vous vous dites, c'est vrai, c'est compliqué avec lui. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est de ça qu'on parle. Voilà. J'ai été long sur cette partie, mais quand on pense à la partie parfaite, on pense à l'avant, on pense à la partie parfaite et on pense à l'après. Parce que si, et c'est peut-être même une vidéo sur la partie parfaite, quoi. Si la partie parfaite, vous l'avez vécue, il y aura un après. Et la forme que prendra l'après dépendra de comment vous avez tout mené en amont. Voilà, ça fait très grande stratégie, mais malheureusement, il faut le faire. Enfin, malheureusement ou heureusement, dépendant de l'histoire de chacun. Parce que je veux dire, ça n'a pas été mon cas personnellement, mais j'ai vu des joueurs réagir au fait qu'ils ont raté un one-shot ou qu'ils n'ont pas été acceptés dans un one-shot ou qu'ils ont refusé de faire partie de... Enfin, qu'on leur a dit non, le one-shot, tu vas devoir revoir le truc et il te dit non, finalement, je viens pas. Les regrets seront là et le truc, c'est que le joueur de jeu de rôle moyen, il ne manque pas de faire savoir son mécontentement. Voilà, de différentes façons, pas forcément très subtiles. Voilà tout ce qu'il y a à dire. Alors, êtes-vous joueur ou meneur de jeu? Bon, je pense que c'est évident, je suis meneur de jeu. Si tu dois construire ta partie parfaite, tu dois en être l'architecte ou l'acteur. Sauf que quand tu es l'acteur, tu ne sais pas tu ne sais pas comment va prendre la forme de cette partie parfaite. Et il faut avoir suffisamment de personnes de confiance pour pouvoir être pleinement acteur. Sauf que je suis lucide sur moi-même. Tous les grands méfiants sont nés grands naïfs. C'est mon cas. Et quand j'ai fait des parties ou des one-shots avec des gens, il y a très très peu de cas où ça a fini avec une bonne satisfaction. Voilà. Par exemple, moi je dirais que par exemple les one-shots que j'avais fait, je sais que j'ai fait des one-shots sur... en fait, je sais. J'ai fait des one-shots sur internet et tout. Je crois que j'ai fait du Brigandine avec Radburger et Pilule Rouge et pas mal d'autres personnes. Voilà. J'ai fait aussi du Laser and Feelings avec François Letarte et certains de ses joueurs. Et j'ai fait aussi La Cité Perdue avec Pilule Rouge, Radburger et d'autres personnes. Voilà. Et c'est des parties qui sont dans l'ensemble bien déroulées. Sauf que, par exemple, pour le cas de La Cité Perdue, parce que c'est celui-là qui me vient en tête, ben, on a dû interrompre parce que ben, l'intérêt n'y était plus. Et du coup, ben, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Non, vaut mieux quitter pendant qu'on sait qu'on n'a plus l'intérêt. Voilà. D'ailleurs, j'ai une règle très très simple par rapport à ça, hein, si vous me découvrez. Moi, j'ai une règle qui est très très simple. Je n'aime pas abandonner des campagnes. Je n'aime pas interrompre une campagne brutalement sans qu'il y ait de fin. Je n'aime pas ça. Mais, j'ai une règle très très simple là-dessus. On a fait la partie. On a fait la campagne. On a décidé qu'on arrête. Je ne veux plus entendre parler de cette campagne
de ce que ça aurait pu être, plus précisément. S'il fallait savoir ce que ça aurait pu être ou comment ça aurait pu finir, il fallait aller jusqu'au bout. Donc à ce moment-là, c'est comme ça que je vois les choses. Ça a l'air d'être drastique comme ça, mais ça m'est déjà même arrivé d'interrompre une campagne, de dire cette campagne-là, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Je me souviens, c'était pendant les playtests de mon jeu de rôle, et j'avais décidé de rebooter l'univers. J'ai interrompu, j'ai dit les gars, faut rebooter l'univers, faut remonter des années après, faut pas mal d'éléments ne se seraient pas passés et tout. Je me suis jamais, ça m'a jamais traversé l'esprit du qu'est-ce que ça aurait pu être si on était arrivé au bout de la campagne interrompue. C'est quelque chose qui est très extrême chez moi, c'est tu arrives jusqu'au bout ou tu n'arrives pas jusqu'au bout. Tu n'arrives pas jusqu'au bout, c'est pas grave, tire-en des leçons, mais par contre, ne commence pas à te triturer la tête, à te dire qu'est-ce que ça aurait pu être. En gros, je ne veux pas des regrets. Voilà. Je n'ai regretté de faire aucune partie. Et même même en faisant des one-shots avec des joueurs qui étaient à ma table, même si que ce soit bien fini ou pas bien fini, c'est pas grave. Je ne veux pas de regrets à la fin. Jamais. Voilà. Donc, quand je préfère de loin être architecte plutôt qu'acteur. Parce que acteur demande une certaine part de confiance de la part des joueurs. Et pour m'être déjà heurté à un mur en fin de one-shot, l'appréciation de la partie a drastiquement changé. C'était pas une partie que j'ai fait sur YouTube, je signale. Je dis juste ça. Combien de joueurs êtes-vous? euh, Je me suis très familiarisé au fait d'avoir 5 joueurs et un meneur. Donc ouais, par défaut et surtout par rapport à la fourchette de temps que les gens ont désormais. Sauf que le truc dit déjà dans Défi Parfait, en imaginant que vous avez des parties et de la disponibilité. Mais je prendrais quand même en compte le fait que, en sachant que les gens ont un temps limité, je pense que je mettrais 4 personnes et un meneur. S'il y a une cinquième personne, c'est que cette cinquième personne remplit les critères que j'ai posés à la base. Ça et pas autre chose. Voilà. Ensuite, avec qui oui, c'est la question, avec qui aimerais-tu jouer? Ceux qui remplissent les conditions. Voilà. Bah, alors c'est bien gentil, j'ai envie de dire c'est bien gentil de jouer avec des gens que tu apprécies, ça fait du bien des fois de jouer avec des gens qui sont à ta table, des gens avec qui tu es ami ou ce genre de choses-là. Dans l'idée de la partie parfaite, c'est des gens qui remplissent ces conditions-là. Pour que ces gens remplissent ces conditions-là, ce sont des amis, enfin il faut que ce soit des amis, mais aussi des gens qui sont investis dans le jeu de rôle à peu près au même niveau. Et, et voilà. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que si on est dans le truc, oui, mais on joue juste avec des amis et en plus de ça, les attentes ou encore l'implication est fluctuante. J'ai eu trop de parties. Je pense que c'est là aussi le moment où la pause et la réflexion revient et mes conclusions reviennent. J'ai eu trop de parties gâchées, parties ou campagnes gâchées par des personnes qui n'étaient pas impliquées ou qui avaient d'autres attentes et qui ont voulu pousser leur narratif, quitte à être gâcher le plaisir de tout le monde. Je crois que je suis arrivé à un point où je ne veux plus ça. Tout ce que j'ai à dire sur le sujet, je m'étendrai pas. Oui. À quel point sont longues tes parties? Quand je fais du JDR avec un seul joueur, ça dure 3 heures. Quand je fais des JDR avec 2 à 3 joueurs, ça dure 4 heures. Quand je fais du JDR avec 5 personnes ou plus, je fais en sorte que ça fait 4h30. Mais avant, c'était 6-8 heures. Si on est dans la partie idéale, il y a des questions qui interviennent. Par exemple, si c'est en one-shot ou si c'est en campagne. Je crois que les questions sont posées après. En partant du principe que c'est en one-shot, je mettrai 7h30, 8 heures. Si c'est une partie en campagne, il n'y a aucune raison que ça dure autant, donc ça durera 6 heures. Parce que le setting dont j'ai envie de raconter quelque chose, je peux très bien le raconter en tant que one-shot ou en tant que partie de conclusion de campagne.
Si on part du principe que c'est en one shot, je mettrai en avant les tenants et les aboutissements de l'univers, les différents éléments présentés en scène, et surtout Ryutama. C'est vrai que j'en ai pas parlé en qualité, mais il a une espèce de format où il y a un plan. En fait, il y a une fiche avec un plan. Et ça rappelle un petit peu le truc du genre situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, résolution de situation, conclusion. Ryutama a une espèce de fiche qui ressemble beaucoup à ça. Ce qui fait que tu peux facilement paramétrer une partie de Ryutama en essayant d'avoir un meilleur... En fait, tu as un meilleur contrôle du temps avec Ryutama si tu le maîtrises bien. Et c'est pas comme si on était dans les jeux du type TTRPG où les joueurs vont dire oui, enfin ils peuvent fouiller et tout, mais ils vont comme on est dans le théâtre de l'esprit et qu'il y a énormément de descriptions, pour que les gens viennent chercher, fouiller le moindre objet là, comme des rats, dans les TTRPG, comme il y a, je parle souvent du canon esthétique concernant les TTRPG, mais il y a aussi le canon narratif ou le canon de gameplay. J'ai l'impression que, pour après avoir eu quelqu'un qui m'a engueulé là-dessus, j'ai l'impression que si tu mets pas des objets magiques, tu mets pas des petits objets disséminés dans un one-shot ou quoi que ce soit, les gens ragent. Voilà. Alors que, même si je suis un partisan de la magie everyday dans la plupart de mes œuvres ou dans la plupart de mes trucs, les objets magiques, c'est pas systématique. Voilà, que ce soit manufacturé ou d'origine. Voilà, ou pur. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près ça que j'ai à dire. Donc, là, le format de Ryutama le permet bien. Et si je pars dans une partie où ils sont à 5, ça me permettra de bien poser les choses. Ryutama prend aussi le temps de construire l'esthétique et l'univers et tout. Et c'est dans ces moments-là où, en amont, j'aurais bossé le dictionnaire des synonymes, les champs lexicaux, que j'aurais décrit certaines choses et surtout que j'aurais donné du volume par des PNJ et des PNJ qui ne seront pas là juste pour une fonction. Et une partie de ces 7 heures et 30 minutes prendrait aussi sur pas seulement de l'exposition, mais pour permettre aux joueurs de se construire et de construire la personnalité de leur personnage au travers de certains dialogues. Voilà. Donc, one shot ou campagne, ma vision accueille les deux sans aucun problème. Combien de temps dure une session de jeu? J'ai déjà dit, dimanche après-midi ou mercredi ou un mercredi soir. Dimanche après-midi. Le mercredi soir, tu peux te faire interrompre. Tu peux avoir deux, trois imprévus. Tu peux avoir des. En fait, les gens sont chiants les mercredis. Le mercredi, c'est une espèce de truc à demi-journée et tout. Mais les gens sont très très vite chiants les mercredis en matière d'activité. Donc très clairement, les mercredis, pas question. Dimanche. Dimanche après-midi. Ah ouais, je suppose qu'il y a, c'est n'importe quel jour, mais dimanche après-midi. Voilà. Quel matériel utilises-tu? Ryutama, tu as besoin de D4, de D6, de D8, de D10, de D12. Et le D20 et le D100, je crois que tu n'en as pas nécessairement besoin ou usage. Donc, un set de dés, le livre de règles, l'écran de meneur qui est en accord avec l'univers facile à lire, le fascicule pour les déplacements maritimes, parce que je pense que je m'inspirerais du déplacement maritime pour faire les déplacements dans les airs. Pour les gens qui kiffent les Final Fantasy ou les fantasy où il y a des bateaux volants avec des ailes ou avec des cristaux suspendus, encastrés, qui permettent de faire léviter, un peu comme dans Blue Rose par exemple, ou voilà, dans ce genre d'univers, ouais, très clairement, le fascicule pour les combats maritimes, en fait, pas pour les combats, mais tout ce qui est maritime, ça serait utile. Comme garde-fou, comme d'habitude, hein, carte de tarot, parce que quand il s'agit de déterminer certains éléments qui vont changer
ou des choses qui sont troubles ou qui étaient laissées à l'interprétation, j'utilise toujours les cartes de tarot. D'ailleurs, j'ai pas parlé du système de critique de Ryotama. Le système de critique de Ryotama, euh, je dis ça mais je m'en souviens pas vraiment, mais en gros, enfin je suis pas sûr que ce soit totalement ça, mais en gros, c'est quand tu fais la valeur max, tu lances 2 dés en accord avec les caractéristiques qui se combinent. Si tu fais les deux résultats maximum sur les 2 dés, c'est un critique. Si tu fais des scores identiques sur les dés, avec une différence de dés, c'est un critique aussi. Je veux dire, par exemple, imaginons vous lancez un D6 et un D8 ensemble. Si le D8 fait un 6 et le D6 fait un 6, c'est un critique. Et le double 1, c'est l'échec critique. Donc il y a plus de chances de succès critique que d'échec critique. Voilà. C'est à peu près tout ça. Donc pas beaucoup d'outils. Le truc aussi, c'est que Ryutama, c'est un jeu qui utilise plutôt la force du théâtre de l'esprit. Donc s'il y a des illustrations, c'est vrai que ça serait pas mal. Voilà. Euh, Après, pour trouver des illustrations, il faudrait soit les faire, soit le chemin du mal, les IA. Voilà. Alors il y a des fois où tu peux arriver à des résultats intéressants et abstraits avec les IA. Pour avoir testé, hein, puisque pendant un moment, en fait, il faudrait que j'en parle un jour, j'en parlerai un jour, dans pas longtemps d'ailleurs. Euh, J'avais vu des illustrations un peu datées qu'avait fait Green Ronin, et j'avais mis la description de la scène ou de l'image, et en version reproduite, qu'est-ce que ça donnait par une IA. Et c'était très bluffant. Voilà. Mais mon point de vue sur l'IA, faudrait vraiment qu'on en parle un jour, mais c'est pas pour tout de suite. Mais j'ai pas forcément un avis positif dessus. C'est juste ce que j'ai à dire là-dessus. Alors, c'était le matériel en ligne ou en présentiel, présentiel. La partie parfaite, c'est en présentiel. La place des émotions de tous est mieux ressentie quand on est en présentiel que quand on est en numérique. Le numérique, ça serait pour la minorité qui ne peut pas se déplacer. La plupart des parties que je fais en présentiel, il y avait une personne à distance. La personne à distance, je ne peux pas parler en son nom. Il faudrait que je lui demande à un moment aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas eu trop de problèmes par rapport à ça. Ensuite, pour les combats, utilises-tu une carte ou préfères-tu le théâtre de l'esprit? Théâtre de l'esprit, forcément. On joue à Ryotama. Après, pour comment en fait, les descriptions, comment tu envisages le truc, comment tu vois le truc, les scores permettent quand même de déterminer une certaine idée d'estimation de comment les combats, visuellement, on peut les imaginer. Mais comme on est dans un truc très inspiré des JRPG, on peut faire on peut s'inspirer des JRPG ou des trucs, enfin des trucs qui sont enfin des descriptions de trucs très graphiques d'Extrême-Orient, donc les mangas, les trucs comme ça, pour faire des aventures et raconter des histoires ou des scènes de combat stylées. Sauf qu'il y a un truc, c'est que quand il faut faire des scènes de combat stylées, beaucoup voudraient voir leurs personnages faire des trucs stylés, mais très peu y arrivent. Donc c'est aussi le boulot du meneur de jeu de dire aux joueurs, tu veux que je fasse la description pour toi, ou tu veux la faire toi-même. Voilà. Et c'est déjà arrivé que des gens disent non mais vas-y fais-la. Ils étaient satisfaits donc il n'y a pas de souci. Voilà tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Ensuite, le numéro 7, la dernière partie, finalement, il se passe quoi? Quelle est la finale parfaite? Ben, ce qui s'y passe, c'est que on a parlé de chaque élément qui viendrait à aboutir à la partie parfaite. J'ai parlé de l'antagoniste, j'ai parlé des gens qui l'entouraient, j'ai parlé des thématiques qu'il y a autour, j'ai parlé en fait de l'antagoniste aussi. Comment ça finit? Ben, je suis pas censé savoir comment ça finit. C'est ça l'avantage de la partie parfaite. Si tu as posé les fondamentaux les plus solides qui soient et tout y est propice, la forme que prendrait la chose, ben c'est ça qui va t'intéresser.
si tu imagines une forme précise et c'est celle-là, c'est pas intéressant. Il y a toujours une place là-dessus. Je vais prendre cet exemple-là, parce que cet exemple-là, il est assez proche de ce que je fais en ce moment. Bah, par exemple, c'est comme faire pousser une plante. Je fais pousser des aloe vera. Voilà. Ah ben, tu vois, la plante, elle avait déjà une certaine gueule. Les feuilles, en fait, les feuilles déjà les moins vitalisées par la plante, je les ai enlevées pour qu'elle puisse canaliser sa force ailleurs et ne pas mettre de nutriments de la feuille qui était déjà faible ou affaiblissante. Donc j'ai viré la feuille. Ben, la forme qu'aura mes plantes quand j'aurai fini, ben, je n'ai pas besoin de la visualiser. Je m'en occuperai et je verrai ce que ça va donner. Ah ben du coup, une partie de jeu de rôle parfaite, c'est comme ça que je la visualise. Voilà. Après, peut-être qu'en allant plus loin avec les questions de la partie 7, ça va vous permettre de voir un petit peu ce que je veux dire par là. Mais par exemple, quelle est la finale parfaite? C'est laissé à l'interprétation des joueurs. C'est laissé à comment les joueurs ils ont traité les choses jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont décidé d'aider celui-là? Est-ce que les généraux, ils les ont combattus et puis en fait, au bout du compte, ils les ont tous tués? Ou à chaque fois qu'il les a vaincus, ils les ont capturés pour en fait, après la fin du conflit, les libérer? Ou est-ce qu'ils ont tenté de les convaincre pour peut-être créer, comment dire ça, pour pouvoir créer une espèce de tampon en disant à ces généraux, enfin en faisant changer la vie des généraux et que la zone qu'ils occupaient, ils s'en occupaient de façon à ce qu'il n'y ait pas de soulèvement ou de réaction agressive et commençaient à changer peu à peu la mentalité en accord de ce qu'ils ont trouvé. Voilà. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Ensuite, il y a la fameuse question qui fâche, y a-t-il un traître dans le groupe? J'étais censé faire à condition que sur les traîtres. J'ai écrit du texte, j'avais fait plusieurs pages. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma pause. Et je pense que la vidéo, elle était déjà prévue pour être longue. Donc je vais aller jusqu'au bout en vous parlant des traîtres. Alors, les traîtres, c'est bien dans les jeux parce que c'est un très très bon twist. Mais pour réussir son twist, il faut quand même essayer d'envisager, un peu comme la partie parfaite, l'avant et l'après. Vis-à-vis de la trahison exposée, pas vis-à-vis du traître en lui-même. S'il y a un truc que j'ai appris via le loup-garou de Tiercelieu, mais aussi à mon Gus, c'est que le traître, c'est quelqu'un qui est prêt à endosser une marque qui va lui poser des problèmes dans les parties suivantes. Un joueur qui joue une partie magistrale où personne ne l'a débusqué, qu'il a bien joué, que ce soit au bout de 10 parties, ou la première partie que les joueurs font avec lui, ou après une quarantaine de parties, et que le gars à la 40e, il défonce tout, il aura une marque définitive sur lui. Parce que ces jeux-là sont basés sur le mensonge. C'est le mensonge, l'accusation et la délation. Trois éléments qui déjà de base brisent la confiance des joueurs. Voilà. Alors je pense pas que les trucs des jeux genre loup-garou brisent l'amitié, machin. Le Monopoly s'en charge très très bien. Mais rien que ça fait que le joueur, un joueur que je mettrais en fait comme traître là-dedans, c'est pas possible. Parce que j'ai déjà vu ce que ça donnait au travers de certains récits, de ce que racontaient certaines personnes vis-à-vis des après. Le joueur, il y a des joueurs, bon là c'est le truc le plus extrême, hein, c'est il cherche la moindre occasion pour l'abandonner ou le chain kill. S'il y a une situation de vie ou de mort entre le PNJ et lui, il meurt. Voilà, il faut clairement le dire. Tu laisses une marque indélébile sur le joueur qui fait ça. Après, ça peut être fait intelligemment.
C'est-à-dire que le problème des gens qui ont fait qui ont mis en place un système de traître avec un traître dedans, ce sont aussi des personnes qui avaient à tout prix besoin ou envie de ce twist, alors qu'en fait, pour bien construire un twist, il faut aussi concevoir l'avant et l'après. Si tu veux du twist pour du twist, ça ne sert à rien. C'est que tu es une espèce de bandeur de la narration qui n'a même pas compris comment on écrit une histoire. Les twists permettent de changer la perspective de tout ce qui s'est passé avant dans le récit et de comprendre ce qui a mené à cette situation. Mais même en prenant ça en compte, il y a l'après. Et la manière dont les gens vont réfléchir autour sera sujet à leur sensibilité, leur interprétation, mais aussi comment ils imaginent leur personnage dans la situation. Parce que dans le jeu de rôle, il y a la distanciation entre le joueur et son personnage. Donc, les gens qui ont fait des traîtres dans les parties de jeu de rôle, ce sont des personnes qui n'ont pas laissé de gros indices. C'est-à-dire que ils ont fait en sorte que le traître, il a sa propre mission, mais qu'il n'a pas mis de test, ils n'ont pas mis suffisamment de tests d'opposition entre la supercherie du traître et la perspicacité des joueurs. Le système, si on prend un système TTRPG ou de la majorité des jeux de rôle action-aventure, pour moi, ça serait simple. Il y a un certain nombre de tests qui apparaîtront. La manière dont ils apparaîtront en tant que meneur, tu vas demander aux joueurs des fois de faire des tests. Tu n'es pas obligé de dire aux joueurs c'est quel test. Mais il y aura un test d'opposition. Et il va y avoir des descriptions. Les descriptions ne vont pas révéler tout le poteau rose. Mais il faudra un certain nombre de points réussis du côté de ceux qui ne sont pas des traîtres. Parce que le traître qui accumule son narratif, le moment où il va agir et qui va faire le plus mal, c'est pas quand il accumule des points, il n'en a pas besoin. C'est le moment où les joueurs seront au plus bas. C'est ça le principe. Mais ceux qui voient le personnage évoluer et qui commencent à avoir des actions, des trucs les plus suspicieux, s'il finit par accumuler assez d'éléments en tant que personnage, on suspend la partie après avoir joué normalement. En off, le meneur de jeu va dire aux joueurs, les gars, vous avez débusqué, vous avez débusqué les autres, vous n'avez pas dire ça littéralement, mais vous avez vu que les actions de ce joueur-là, ou plutôt du personnage, étaient très suspectes. Vous donnez à chacun, vous le meneur, vous avez préparé chacun un mini paragraphe expliquant qu'est-ce qui était suspect et tout. Que tout rassemblé, la version tout rassemblé explique qu'est-ce qui montre la traîtrise aux autres. Et au moment opportun, c'est ces joueurs-là qui vont décider quand ils vont le débusquer. Et je crois que j'ai suffisamment confiance en la volonté des joueurs de briller, même s'ils ne font pas énormément de choses pour pouvoir briller. Ils ne se saboteraient pas en brisant l'élément de surprise. Ils préféreront faire partie de l'élément de surprise du mec qui était censé les surprendre. Et là, on tient une bonne façon à la fois de débusquer un traître, mais aussi une façon saine pour que, comme il ait été surclassé, qu'il n'y ait pas une chaîne de manque de confiance qui a été brisée, mais que tout a été encadré dans l'approche ludique et narrative, sans pour autant exclure les joueurs, ou voire même d'avoir fait cette manœuvre narrative qui pourrait leur coûter leur personnage la plupart du temps, à leurs dépens. Et on peut poser des traîtres en tant que personnage joueur. Les conditions, j'en vous ai montré certaines conditions. Pour le PNJ, pour les PNJ qui sont des traîtres, à ce moment-là, dans ma manière de faire,
déjà, je prête attention à la manière dont le personnage formule ses phrases, ce qu'il dit. Et aussi, il y a une partie où, ça c'est un truc qui est vraiment dommage, mais malheureusement pour les joueurs, c'est à leur dépens, mais c'est quand même l'avantage du meneur de jeu, c'est que quand on traite de tous les personnages joueurs dans une scène, il y a aussi des moments où on regarde les réactions des personnages non joueurs, et les personnages joueurs ne sont pas attentifs à ces moments-là. Sauf si tu as des joueurs qui sont engagés et qui en fait voient un truc. C'est souvent l'archétype du joueur qui rebondit sur chaque action ou réaction que fait un PNJ, qui l'interloque et il va engager la conversation. C'est quelqu'un qui est c'est les personnes les plus engagées qui voudront avancer avec leur personnage. Voilà. Et le truc, c'est que les moments où tu vas faire ça avec un PNJ, c'est les moments où tu auras, en fait, dans la narration, le meneur de jeu va décrire la chose avec une espèce de description qui laisse une impression de mise en abîme ou de huis clos. Les moments où en fait il pensera à la trahison. Quand on parle de trahison, on parle du fait qu'il était un traître depuis le début, mais aussi que peut-être qu'il va changer de camp ou ce genre de choses-là. Le moment où c'est mieux de construire un traître en tant que PNJ, c'est le moment où tu mets des réactions sur les PNJ qui amènent à un certain huis clos ou une mise en abîme, qui est une succession de descriptions, et aussi les réactions qu'il y a vis-à-vis du ressenti de chacun des personnages. Voilà. Et en fait, les traits fonctionnent bien. Alors, ce que je vais dire est à prendre avec énormément de pincettes. Voilà, c'est pas une insulte ou quoi que ce soit, mais je pense que les PNJ qui sont des traîtres, en utilisant cette technique-là, fonctionnent bien sur les joueurs qui sont égocentrés. Voilà. C'est à peu près tout. Et donc, du coup, la dernière question, la plus importante, vous mangez quoi? Alors, bon, les snacks, c'est bien gentil, mais en vrai, si dans ma partie parfaite, je cuisinerais. Je prendrais sur moi. Je cuisinerais. Alors, quand je dis je prendrais sur moi, c'est pas genre cuisiner pour moi, c'est pénible. Au contraire, j'adore cuisiner. J'adore ça. C'est super. Ce que je veux dire par là, c'est que j'écouterais des gens sur leurs allergies, ce qu'ils mangent, ce qu'ils ne mangent pas. S'il y a des gens qui ont des régimes spéciaux ou des préparations bien spéciales, ils me rejoindront pour cuisiner avant la partie. On cuisine. Quand on est au moment de la pause, on dit dimanche après-midi, mais si c'est le dimanche matin, à un moment on va manger. On enlève tout sur la table, on mange. Après, évidemment, il y aura une petite place pour le dessert en partie et tout. Voilà, donc pendant que la partie se déroule, on sert les desserts et tout. Et puis, s'il y a des gens, en fait, les gens vont toujours faire en sorte d'apporter. Quand tu leur dis tu vas cuisiner quelque chose machin, eux ils vont dire ouais mais je vais rapporter quelque chose, donc ils vont rapporter quelque chose. Et ceux qui ne peuvent pas apporter quelque chose parce qu'ils en ont pas les moyens ou bien que ils ont oublié, la meilleure chose qu'ils pourraient me rendre comme service, ben, c'est de cuisiner avec moi au moment où en fait où ils sont arrivés. Et voilà un petit peu comment ça se passe. Voilà l'idée d'une partie parfaite. Donc il y a beaucoup de parties qui sont restées floues. Enfin, peut-être pour vous, il est resté, mais j'adore j'adore encadrer un certain nombre de prérequis et regarder quelle forme que ça prendra, plutôt que de dire la fin, c'est ça. Voilà. Alors, soyons clairs, mon regard au travers des années sur la manière dont on construit une narration dans le jeu de rôle a beaucoup changé. Et au point, par exemple, que je sais faire la différence entre le dirigisme et les rails. Les rails, c'est pas nécessairement du dirigisme, mais je n'ai pas, en fait, je fais pas forcément du jeu de rôle dans le but de surprendre les joueurs
Parce que la surprise, parfois, vient du système de jeu et de la forme, des réussites, des échecs, quelle forme ça prendrait, euh, en mise en accord avec aussi les possibilités de l'univers. Mais la forme que prendraient les différents scénarios ou le chemin qu'a emprunté les joueurs, je pense que c'est beaucoup plus gratifiant d'amener les joueurs à la conséquence de toutes leurs actions ou de leur façon de faire, plutôt que de mettre un truc et puis on dit à la fin c'est ça. Les joueurs sont censés être des acteurs et non des spectateurs des événements. Et même le meneur de jeu qu'on considère comme le réalisateur ou le producteur va quand même finir par regarder le rendu final avec le théâtre d'improvisation qui le suggère, c'est-à-dire l'action des joueurs au travers du one-shot, ou de la campagne, ou de la partie parfaite, et la manière dont les choses vont se conclure, ben, il le vivra plus intensément en ayant semé les graines et en regardant la forme que la plante prendra au final, si on reprend encore cette image de la plante. Voilà pourquoi je vois la partie parfaite comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, de la partie parfaite. J'ai pas encore eu le temps de regarder tous les trucs de ce qui s'est dit sur les parties parfaites. Donc moi je vais quand même essayer de faire un tour là-dessus. Je suis saturé de vidéos à regarder, de choses à faire. Et je vais essayer de prendre le temps de voir un peu tout ça. Donc n'hésitez pas à laisser une appréciation sur la vidéo, de commenter, de me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous retrouve la prochaine fois. Après, je ne sais pas du tout c'est pour quelle vidéo, mais bon, on verra. Voilà. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous. Salut à tous.